Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Art en bref. Dirigée par Claire Lahuerta et Agnès Lontrade. À chaque époque, l'art produit non seulement des œuvres qui nous fascinent, mais des discussions qui les prolongent et nous passionnent. La collection L'Art en bref souhaite participer activement à ce débat sans cesse renouvelé. Depuis sa création, L'Art en bref est orienté vers la diffusion de textes courts et incisifs, 100 à 130 pages, et a pour ambition particulière de publier des écrits relatifs à l'art, de type critique, esthétique et plastique. Engagés dans le champ de la philosophie, de l'histoire et de la théorie des arts plastiques, les ouvrages sont essentiellement, mais non exclusivement, ancrés dans la sphère de l'art contemporain. Le terme art contemporain s'entend ici dans sa dimension transdisciplinaire. Art plastique, esthétique, littérature, poésie, architecture, danse, cinéma, théâtre, scénographie plasticienne, etc. La collection invite auteurs et chercheurs à manifester leur engagement critique par une approche pertinente, d'œuvres et de thématiques esthétiques. Mêlant art et philosophie, la collection offre la possibilité de penser l'ouvrage comme objet, en intégrant une reproduction d'œuvres en couleur libre de droit comme première de couverture et en choisissant, en accord avec le comité de lecture, des illustrations noir et blanc, cohérentes avec le contenu de l'ouvrage. Dernière parution. Carnet critique. Avignon 2009. Diane Scott 2010. Une esthétique de l'ellipse. Un art sans espace ni temps. Bruno Trentini, 2008. 3 plaidoyers pour un ART holographique. Nicolas A. Abrin, 2008. Quelle critique artiste ? Pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain. Aline Caillet, préface de Sylvie Blocher, 2008. Poétique du témoignage. Autour du film Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Hélène Raymond, 2008. À Nadia et Balthazar. Introduction. Le monde de l'art est sans cesse assailli par des questionnements sur la nullité de l'art actuel, jugé toujours plus mauvais que celui d'hier. S'exprime bien souvent une sorte de nostalgie des avant-gardes, dont les funérailles maintes fois annoncées semblent avoir été données dans l'indifférence générale au son des trompettes de la postmodernité. Persuadé que la messe n'avait pas vraiment été dite, ou plus exactement qu'elle avait été prononcée dans un langage obscur par quelques messies clownesques producteurs infatigables de prophéties autoréalisantes, il était nécessaire de s'interroger sur les postures artistiques actuelles qui proposent conjointement une nouvelle vision de l'art et du monde. Le projet est alors de ne pas se contenter des opinions largement répandues sur la prétendue fin des transgressions en art, mais d'explorer les nouvelles propositions, voire d'en circonscrire un genre. La modernité artistique avait cela de particulier, qu'elle accordait souvent une aura subversive ou transgressive aux œuvres qu'elle voyait émerger. Que cette évaluation s'établisse sur le vif, pratique du critique d'art, ou qu'elle prenne forme a posteriori, pratique de l'historien de l'art, elle semblait dans la plupart des cas un critère incontournable auquel toute œuvre devait répondre positivement, parfois même au risque de l'anachronisme. Dans ce contexte, on indexait régulièrement une œuvre d'art par sa portée transgressive que l'on finissait toujours par déceler, que cette dernière soit réelle ou qu'il s'agisse d'une spéculation interprétative. Tant et si bien que dans la période récente, l'emploi du terme transgressif pour parler d'art semble avoir perdu une grande partie de sa pertinence. On se rend alors rapidement compte que lorsque l'on affirme qu'une œuvre d'art est transgressive, on ne dit réellement rien de l'œuvre elle-même, de son fonctionnement en tant qu'œuvre, ou encore de son mode d'apparition dans un monde de l'art particulier. En d'autres termes, chercher à définir ce qu'est une œuvre d'art transgressive conduit généralement à des conclusions proches de certaines apories esthétiques rencontrées lorsque l'on tente de définir ce qu'est une œuvre d'art. L'interprétation de l'art comme transgression fait partie intégrante de la mythologie moderniste de cette discipline. Qu'on la lie à une transgression morale, politique, artistique, économique, etc., cette idée a produit nombre d'analyses et de textes. En ce sens, il paraît nécessaire de conserver une certaine méfiance face à un jeu rhétorique qui voudrait faire entrer tout objet d'étude, les œuvres d'art dans le champ qui nous concerne, dans l'évaluation laudative d'œuvres d'art transgressives. Le philosophe américain Richard Rorty ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que
Les tentatives récentes pour subvertir les institutions sociales en problématisant les concepts ont produit un petit nombre de très bons livres. Elles ont aussi produit des milliers et des milliers de livres, qui représentent ce qu'il y a de pire dans le genre de philosophisme scolastique. Les auteurs de ces livres qui se veulent subversifs, croient en toute honnêteté qu'ils défendent la cause de la liberté humaine. Mais il est à peu près impossible de redescendre du niveau d'abstraction où se situent ces livres à un plan sur lequel on pourrait discuter des mérites d'une loi, d'un traité international, d'un candidat ou d'une stratégie politique. 1. Fort de cette sagesse pragmatique, il paraît vain d'avoir l'ambition de définir une nouvelle transgression en art, d'en circonscrire une vérité ou d'en promulguer une orthodoxie. Toutefois, si pour la période récente, la quête typologique semble hors sujet, certaines classifications autour de la notion de transgression artistique permettent de comprendre et d'anticiper les attentes à la fois des connaisseurs et du grand public face aux œuvres d'art. Comme le remarque justement Paul Arden II, une des difficultés quand on entreprend de parler des rapports entre l'art et la transgression, est qu'immédiatement on associe ce thème à celui du rapport entre art et pouvoir, puis par un rapide raccourci sémantique entre pouvoir et politique, pour faire parler à l'unisson l'art qui s'attaque au pouvoir et celui qui s'attaque aux politiques. Si généralement dans l'art qui pratique la transgression, il est souvent question d'un pouvoir, qu'il soit réel ou fantasmé, en revanche l'art qui choisit comme terreau principal la question politique n'est qu'une partie de cet art de transgression. De la même manière, on pourrait avancer que tout art qui s'attaque au pouvoir n'est pas forcément un art politique comme semble le souligner le sociologue Howard Baker. La possibilité même d'une intervention de l'État confère une dimension politique à toutes les œuvres d'art. Si l'État s'abstient de censurer une œuvre, les gens peuvent en déduire qu'elle ne véhicule aucun message politique dangereux, indépendamment des intentions réelles de l'artiste. Et inversement, si l'État interdit une œuvre d'art, les gens vont essayer d'y déceler un message politique dérangeant ou révolutionnaire qu'ils trouveront la plupart du temps, même si l'artiste ne l'y a pas mis trois. Dès lors, et malgré nos quelques réserves, il paraît nécessaire de définir clairement les conditions de possibilité d'une transgression en art, du moins dans son entendement historique. De manière générale, on considère qu'il existe deux formes d'attitude artistique face à l'art transgressif. La première attitude, celle qui semble prévaloir dans les dernières décennies du XXe siècle, postule que l'art transgressif est impossible dans l'état actuel du monde de l'art. En vertu de l'omniprésence d'une institution toujours plus permissive et à même d'accepter toutes sortes de productions artistiques, une œuvre qui pratiquerait une forme de transgression serait immédiatement accueillie, voire dans certains cas plébiscitée par les institutions, musées, galeries, centres d'art, etc. La forme de bienveillance alors exprimée par les institutions aurait pour conséquence directe d'anéantir le propos transgressif de l'œuvre et de la transformer en objet ouvert à la contemplation ou au discours savant. Selon cette option, l'art comme transgression est impossible au sein de l'institution. La deuxième option avance quant à elle qu'il est encore possible de produire des œuvres d'art réellement transgressives, mais que cette production ne pourrait émerger qu'aux marges du monde de l'art. D'après cette idée, l'artiste transgressif devrait se garder de présenter sa production au sein d'institutions reconnues, pour se consacrer à l'élaboration de projets artistiques marginaux, seuls à même de pouvoir prétendument agir sur le monde. Les artistes adoptant ce genre de posture proposent leur travail soit à des publics très restreints et triés selon un cercle d'affinités partagé, underground, soit à des publics non déterminés spécifiquement, art dans l'espace public par exemple, soit décident de ne pas présenter leurs œuvres. Revendiquant sa radicalité, parfois avec une certaine autocomplaisance, ce second genre reste assez difficile à analyser eu égard à son attachement à une forme de clandestinité ainsi qu'en raison de l'ambiguïté de son discours, voire l'absence totale de discours 4. Bien que ces deux attitudes paraissent, au premier abord, relativement satisfaisantes, elles offrent en réalité un panorama tronqué, simpliste, du panel d'attitudes transgressives que l'artiste propose à la fin du XXe siècle. Reste à discerner des œuvres et des postures qui ne répondent pas réellement aux deux options communément admises, tout en proposant a priori un art de transgression. Compte tenu de l'histoire mouvementée de l'idée de transgression, il paraît nécessaire de délimiter clairement ce champ d'investigation. Notre intuition est que non seulement il existe encore de nos jours des transgressions dans l'art actuel,
et qu'en plus il est possible de grouper ces postures au sein d'un genre. Ce genre ne serait plus seulement lié directement à des œuvres singulières ou une œuvre en tant que grand tout, mais à une attitude se cristallisant autour de figures singulières qu'on qualifiera d'artistes opportunistes. Dès lors, le terme opportuniste n'est plus à considérer dans son acceptation vulgaire, souvent délégitimante au regard des attitudes artistiques canoniques, mais davantage comme une manière d'être artiste, une attitude au sein d'un monde de l'art et d'un monde tout court devenu terrain de jeu de l'artiste opportuniste. Conforter cette hypothèse nécessite un retour sur certains points qu'il convient d'éclaircir avant de pouvoir sereinement décrire les conditions de possibilité de l'apparition de l'artiste opportuniste, à savoir mettre en œuvre une typologie des transgressions, établir une critique analytique du lieu où se tient cette transgression, pour notre cas le musée dans son entendement élargi à l'heure de la société de loisirs, sans oublier de border notre analyse par son contexte intellectuel et culturel. Établir une typologie des transgressions, tout d'abord pour savoir d'où on part. Il paraît aujourd'hui indéniable que l'idée de transgression en art participe d'une histoire déjà décrite, parfois décriée. Dans cette première partie, il sera question de border les postures artistiques canoniques liées à ce thème, ou plus exactement à ce genre artistique. Dès lors, il est clair qu'en considérant la transgression en art comme genre, nous nous éloignons de la seconde posture décrite plus haut, celle d'artistes agissant dans l'underground. Et c'est justement compte tenu de cet élément qu'il devient nécessaire d'interroger, dans une deuxième partie, les lieux discursifs dans lesquels prennent corps ces activités. En effet, les bouleversements opérés ces dernières décennies dans le monde de l'art, aussi bien dans sa consommation que dans son marché, mais également dans les nouvelles missions dont se sont emparées les institutions présentant de l'art contemporain, sont de nature à largement changer la donne, ne serait-ce que si l'on compare cette situation à celle de l'immédiate après-guerre. Le développement des industries créatives, du tourisme culturel et l'émergence de nouveaux publics, les enjeux inédits liés à la globalisation du monde de l'art et de son marché, l'ensemble de ces éléments tendent à surdéterminer les possibilités d'action offertes à l'art et aux artistes. Il faudrait ajouter à cela l'émergence du commissaire-auteur d'exposition, venant en quelque sorte concurrencer l'artiste sur son propre terrain. Dès lors, l'artiste ne peut plus se contenter de proposer des œuvres, mais il doit faire face à la nécessité de produire des postures dont les institutions artistiques pourront s'emparer. Dans ce contexte, toute la difficulté réside dans le fait de produire une œuvre singulière tout en traçant son chemin sur une corde raide où l'observe deux forces aux attentes parfois antinomiques, à savoir d'un côté les instances de légitimation artistique, la critique d'art, l'institution, le marché et les publics agitant malgré eux l'épouvantail de la récupération, et de l'autre la doxa 5. Il sera alors temps d'esquisser les réalités avec lesquelles doit composer l'artiste qui s'engage sur ce chemin tortueux. Il s'agit de ce que nous appellerons pour plus de lisibilité les 4 arrangements postmodernes: arrangement S avec le politique, arrangement S avec l'espace public, arrangement S avec le conflit, arrangement S avec l'accident. C'est de cette analyse que découlera la figure de l'artiste opportuniste, celui dont la posture, le discours et l'œuvre, en perpétuelle négociation avec les forces qui l'entourent, se fera ondoyante à l'image de l'intelligence du poulpe des mythes grecs. 1. Une typologie des transgressions. Anthony Julius VI propose pour sa part une bonne entrée en matière à travers ce qu'il appelle une typologie des transgressions. Le choix de cette typologie s'impose non pas parce qu'elle réaliserait mieux qu'une autre la description de l'ensemble des transgressions dans l'art, mais parce qu'elle est une parfaite synthèse de l'ensemble des perceptions des transgressions observables depuis les débuts de la modernité. Il conviendra d'amender cette typologie marquée par la modernité, afin de l'adapter au contexte actuel et de la prolonger. Anthony Julius distingue 3 grands types de transgressions en art. L'art qui enfreint les règles de l'art, Art that break arts and rules, l'art qui brise les tabous, Art of taboo breaking, et enfin l'art de résistance politique, politically resistant art, 7. L'auteur ne manque pas de préciser que bien que l'on dispose de délimitations catégorielles, les œuvres adoptent dans les faits un rapport relativement transversal avec cette typologie. Quand une œuvre attire notre attention parce qu'elle semble liée à l'une de ces catégories, elle pose aussi nécessairement la question de ses relations avec les 2 autres, d'où l'évidente complexité de réaliser ce genre de typologie.
La typologie mise en œuvre par Julius n'a donc pas valeur de règle absolue, mais reste un précieux outil d'analyse. Enfreindre les règles de l'art. Selon Julius, l'art qui enfreint les règles de l'art peut se manifester en allant à l'encontre de ce que devrait être le sujet d'une œuvre, son exécution, ses canons, etc. À la manière d'un enfant avec son jouet, l'artiste teste les limites des possibilités de son champ jusqu'au point de rupture au-delà duquel tout se briserait. Les œuvres qui procèdent de ce type de transgression proposent un travail sur la définition même de l'art tout en restant, dans la plupart des cas, relativement formelles. On retrouve abondamment ce type de transgression dans les œuvres marquantes des avant-gardes historiques du début du XXe siècle, jusqu'aux expérimentations d'artistes comme celle de Marcel Brotthars. Les questions qui sous-tendent ces œuvres sont alors liées à la définition de l'art à une époque donnée, définition par ailleurs souvent mise en regard de la définition du non-art. On dira alors que ce type de transgression est essentiellement dirigé contre l'art lui-même, autant dans sa définition qu'envers les règles du monde de l'art. L'art qui enfreint les règles de l'art est à mettre en rapport avec les questionnements d'ordre esthétique. Dans ce registre, on remarque un cheminement parallèle et parfois conjoint entre les règles de l'art transgressées par les artistes et l'actualité des interrogations esthétiques exposées dans le champ de la philosophie. Par exemple, on peut voir une forme de symétrie entre le développement des théories institutionnelles de l'art et l'apparition massive d'œuvres d'art qui questionnent justement le rapport entre l'œuvre d'art et son exposition. Par exemple, L'Aigle de l'Oligocène à nos jours de Marcel Brotthars 8 se proposait de regrouper un ensemble d'objets muséographiques représentant la figure de l'aigle. La décision arbitraire à la fois dans le choix de son sujet d'exposition, l'aigle qui découlerait lui-même de l'autocitation de Brotthars, ô mélancolie. Fragile cité des aigles, 9, mais aussi d'accorder au musée comme forme l'autorité légitimante, fait écho aux préoccupations esthétiques de l'époque liées aux théories institutionnelles de l'art. Bien que l'exposition de Brotthars soit aussi à mettre en rapport avec toute l'agitation politique de la fin des années 1960, on retrouve ici un écho concret à ce qui sera énoncé durant la même période sur le plan purement esthétique. On pense naturellement à l'article d'Arthur Danto, The Art World, paru en 1964 et dans une plus large mesure à celui de George Dickey, Defining Art 2, originellement publié en 1973-10. Ainsi, on peut penser que même si l'artiste et le philosophe n'avaient pas connaissance de leurs travaux respectifs, une sorte de communauté d'époque se noue, une génération, comme le reflet de préoccupations similaires. Cela étant, et en ce qui concerne l'art qui enfreint les règles de l'art, on peut dire que la question du pouvoir institutionnel faisait partie des transgressions à questionner en cette fin des années 1960 et au début des années 1970. Briser les tabous. La deuxième catégorie décrite par Julius, l'art qui brise les tabous, taboo breaking, reste quant à elle assez conventionnelle dans les formes plastiques qu'elle propose. Sa violence est davantage dirigée vers le public de l'art que contre les canons artistiques. Il s'agit d'un art qui s'en prend directement à l'individu, là où l'art qui enfreint les règles de l'art se concentrait sur l'art. Le terme tabou ne doit pas être ici limité à sa définition freudienne, mais concerne l'ensemble des tabous sociaux surdéterminés par une époque et un lieu. Dès lors, il ne s'agit plus d'une confrontation entre des œuvres et la définition de la discipline à laquelle elles appartiennent prétendument, mais davantage d'une confrontation d'individus, l'artiste à individus, les spectateurs. Suivant ce schéma, le tabou deviendrait le prétexte de l'affrontement. Julius résume ainsi l'attitude des artistes pratiquant ce genre de transgression. Ils violent les tabous afin de violer leur public 11. Julius distingue deux histoires parallèles d'un art qui brise les tabous 12. Une première forme d'art attaque les tabous au nom de la raison et de l'éducation publique, comme ont pu le faire les groupes d'artistes féministes, ou plus récemment l'art au service de la lutte contre le sida. Une seconde forme d'art, comme l'anti-art prôné par Dada, stigmatise la banqueroute culturelle et morale de la modernité en prenant quasi systématiquement pour cible tout ce qui est sacré. Ces deux histoires parallèles servent de socle à l'ensemble des œuvres qui revendiquent une posture proche de l'art du taboo breaking. Julius résume ainsi cette filiation. L'art qui rompt les tabous exploite la tension entre ces deux histoires. Il procède en refusant de distinguer la moralité et la convention,
en reformulant et en renversant le pouvoir du tabou, en raillant nos prétentions plus générales à la rationalité à laquelle notre moralité prétend découler. Il expose notre attachement aux sentiments qui, bien qu'ils partagent certaines caractéristiques avec la moralité, ne sont pas moraux. Il expose en ce sens notre tendance à la morale 13. Julius attire notre attention sur la difficulté à manier ce type de transgression en art. L'art qui brise les tabous est d'autant plus périlleux à manipuler qu'il s'attaque directement au public et engage l'artiste dans une posture non esthétique et davantage éthique ou morale 14. Par exemple, dans la série de photographies The Morgue, 1992, l'artiste Andrés Serrano représente des détails de corps photographiés à la morgue. Formellement, ces images adoptent une facture assez classique en suivant une exécution plastique soignée et propice à une forme de plaisir visuel. Ces clichés ne transgressent donc pas les règles de l'art liées au canon de la représentation 15. Cependant, l'artiste viole le tabou de la représentation de la mort et l'exposition des cadavres. En esthétisant des détails de corps sans vie entreposés dans un lieu traditionnellement réservé au personnel médical, le photographe brise le tabou de la représentation de la mort qui s'affiche ici au premier degré, sans métaphore ni détour. Cette œuvre, comme d'autres de Serrano et notamment Peace Christ 1987, ne manquera pas de relancer les débats sur la censure à chaque fois qu'elle sera présentée. La difficulté de l'art taboo breaking réside donc dans le fait qu'il a pour moteur de s'attaquer au tabou d'une société donnée, tout en gardant une forme de distance vis-à-vis de cette dernière pour ne pas tomber sous le coup de la censure. Le paradoxe ainsi relevé devient un des caractères principaux de cette pratique. En prenant d'assaut les tabous de la manière la plus explicite qui soit, l'œuvre court le risque de s'exposer à la censure en raison justement de sa prétendue force transgressive. En revanche, si l'œuvre prend en compte la possibilité de sa censure, alors elle court le risque d'attaquer moins frontalement les tabous et de pratiquer ce que l'on a coutume d'appeler l'autocensure. Dans ce dernier cas, l'œuvre risque de ne pas réaliser la mission qu'elle s'était donnée. La difficulté qu'évoque Julius est en grande partie liée au caractère à la fois dirigé contre le public et revendicatif, voire affirmatif de ce type d'œuvre. Afin d'atteindre ces objectifs, que ces derniers soient verbalisés ou non, ce type d'œuvre doit parvenir à trouver l'équilibre idéal entre l'indifférence, celle du public et donc aussi des censeurs potentiels, et la censure ou autocensure 16. Ajoutons que l'art taboo breaking peut aussi devenir un style curatorial ayant pour symptôme quelques expositions comme Hors Limite, Les Opportunistes, ou encore Présumé innocent 17 pour ne citer que quelques cas français. Dans ces cas, ce n'est ni l'artiste ni l'œuvre qui semble être au cœur de la posture transgressive, mais bien l'institution qui a choisi de présenter ses œuvres et de produire un discours autour des thématiques de son choix. Ces trois expositions ont pour point commun d'avoir fait l'objet d'une attaque visant à les censurer en partie ou en totalité, et que pour chacune d'elles, les artistes, dont les œuvres étaient incriminées, ont laissé l'institution monter au créneau pour les défendre. L'institution, qu'on savait génératrice de discours, devient génératrice de transgression en œuvrant à une sorte de décentrage du stimulus transgressif. Résister politiquement. Troisième et dernière catégorie, l'art de résistance politique, politically résistant art, est la plus ardue à soutenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.